Alors, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui sont à distance, puisque... Mesdames, messieurs et les autres. Ok, on ne vous demandera pas votre prénom préféré, mais ça nous ferait plaisir si vous le désirez, on vous adressera la parole selon votre désir. Voilà. Maintenant, ce soir, nous avons un conférencier qui est déjà venu comme conférencier au Centre humaniste, c'est Jacques Légaré. Il est un de nos administrateurs. Et il a fait une carrière dans l'enseignement et il enseignait quoi? Eh bien, l'histoire en particulier l'histoire byzantine, en fait de l'Empire byzantin. Et donc, c'était une partie, l'Empire byzantin, ça couvrait effectivement une partie du Moyen-Orient, en particulier la Palestine. Alors, ça va être un expert qui va nous parler ce soir et je l'invite à venir sur le podium, s'il vous plaît, Monsieur Jacques Légaré. Ben, merci beaucoup, Michel, de l'élogieuse présentation. Je ne me dis pas expert, je me dis simplement petit connaissant et féru. Ça fait 60 ans que je m'intéresse à ce conflit, à cette région. Et je voulais même faire des études dans cette région-là quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent. Et j'ai enseigné pendant 27 ans l'histoire de cette région. Et j'ai visité Israël. Bon, j'ai fait le tour en touriste. Je suis rentré à Bethléem. Il y avait un pneu qui flambait. Alors j'ai foncé dessus. J'ai contourné le pneu qui flambait pour rentrer dans Bethléem. On a entendu des coups de feu, mais c'était pas contre moi, parce que moi, je suis pas un gars. En tout cas, toujours est-il qu'on est rentré. Et donc, mais c'est un très beau pays, c'est de toute beauté. Et d'abord, j'aurais dû vous le dire, je vous remercie infiniment d'être venu, vous me faites grand honneur. Et puis, vous êtes comme moi, sans doute, stressé par ce qui se passe là-bas, parce que c'est une tragédie séculaire, et même, on pourrait dire, trimillénaire. Et ça nous stresse, puis on se sent impuissant. Alors, être impuissant, et on voudra une solution. Alors, je ne serai pas aujourd'hui en mode de réprobation, en mode d'accusation, même si chacun d'entre nous, puis moi le premier, on a un petit parti pris peut-être, mais en tant qu'humaniste, nous avons le parti pris des êtres humains souffrants. Alors, ce n'est pas un mode d'accusation. Les accusations fusent partout sur la planète. Alors, vous ne vous êtes pas déplacé pour entendre la même chose. Je suis en mode solution. Et la solution... Oui, excusez-moi. Et ça vaut mieux? Et la mode solution, en mode solution, c'est la construction. La paix est une construction. Construction de régime politique, oui, d'abord, mais ce n'est pas suffisant. Il faut construire des institutions pour que la paix s'installe, s'incruste dans les mœurs, dans les habitudes, dans les comportements. Et ensuite, une philosophie, une véritable philosophie pacifique. Le droit est une des grandes disciplines de sciences humaines, mais je ne ferai pas de droit aujourd'hui, et je n'ai que 45 minutes. Alors, je ne peux pas en faire l'histoire non plus, de 3000 ans en 45 minutes, ni non plus de faire de la géographie, bien que j'aurai 2 cartes que je vais vous dresser le tableau. Mais auparavant, je vais aller au cœur de la démonstration, c'est-à-dire la solution. Et la solution, c'est, en fait, je ne suis pas le premier à y penser, et il y a eu 6 modes de solution, 6 modes. Et le mien, celui que j'ai pensé, je l'ai retrouvé dans les 6. Alors, les 5 autres que je vais éliminer, je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi je les ai éliminés et que je préfère la mienne. Bien sûr, je préfère celle que je trouve la meilleure. C'est pas parce que c'est la mienne, c'est parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. Alors, je parle du conflit israélo-palestinien parce que, apparemment, le conflit israélo-arabe est largement résolu parce qu'il y a la paix avec l'Égypte, il y a la paix avec la Jordanie, il y a une relative paix avec le Liban, sauf le Liban Sud, mais ces régimes sont instables. Comme ils sont instables, ils peuvent très bien
redevenir radicaux. C'est le cas en Égypte. Hein? L'Égypte a eu Nasser, qui était un radical, et il y a eu Sadat, qui était un pacifique. Ensuite, il y a eu Mofti, qui était un islamiste, puis ensuite, il y a eu Al-Sisi, qui est un modéré. Bon, alors, chacun de ces pays est instable. Et même Israël, c'est la même chose. Il y a les gens de gauche et il y a les gens de droite. Et chacun fait valser dans un sens de la paix ou de la guerre ou de la dureté et, ou du conflit ou de la négociation. Et hélas, elles ont échoué. Les négociations, en 100 ans, ont toutes échoué. C'est ça le drame. Et en ce moment, on arrive au fond du baril. Au fond du baril. Alors, 100 ans de guerre pour aboutir au même résultat et 100 ans aussi d'efforts de négociation qui ont tous échoué. Alors, voilà pourquoi ce que je propose comme solution est radical. Pourquoi radical? Parce qu'ils sont au fond du baril. Ce sont deux peuples écorchés, traumatisés. Je dirais presque dire, vous savez, des grands malades, on ne peut pas les raisonner. Des grands malades, on ne peut pas les raisonner. Et l'extrémiste qui commande dans les deux camps ne se raisonne pas. J'ai rarement entendu, j'ai lu beaucoup, j'ai jamais entendu un Israélien dire on a eu des défauts, ou un Arabe dire on a des défauts face aux Juifs, ou aux Arabes, ou aux sionistes, jamais. Ils sont tous les deux dans le mode de l'extermination et de la victoire absolue. On ne peut pas sortir. Alors c'est vraiment le fond du baril. Pour en sortir, il faut regarder ce qui se fait de mieux ailleurs. Les êtres humains, quand ils ont construit quelque chose de bon, ils se sont inspirés de ce qui faisait bien ailleurs, puis ils ont copié, comme des bons Japonais, comme des bons Chinois, ils ont réussi. Hein, la prospérité économique des Chinois et des Japonais, ils ont réussi. Comment ils ont fait? Bien, ils nous ont copiés. Ils ont copié encore mieux, souvent. Ou tout au moins à plus bas prix pour les Chinois et en qualité extraordinaire chez les Japonais. Alors, ils vont faire la même chose. Israéliens et Palestiniens, Juifs et musulmans dans cette région, ils doivent regarder ailleurs et faire comme il se fait bien ailleurs. Mais ils sont incapables, tout seuls. Incapables. Ils n'ont aucune confiance l'un en l'autre. Et ils se sont dit pendant 100 ans qu'ils voulaient s'éliminer. Alors voici la solution que je propose. Elle est pas originale dans sa conception politique, mais elle est originale dans son produit final, avec tout ce que j'y mets. Alors, je dis que il faut un seul État, un seul, pas deux États. Vous savez, en ce moment, on entend souvent la solution des deux États. J'en disposerai, ça fait partie d'une des 6. Et on doit souhaiter que chacune des 6 réussisse. Bien sûr, on veut la paix, n'importe quoi, mais réussir quelque chose. Mais, selon mon point de vue, il y en a une qui est meilleure. Et les autres ont des écueils. D'ailleurs, la mienne aussi a des écueils. Vous allez souvent, sans doute, en trouver, puis vous me le direz à la période des questions, ça me fait plaisir. Ça n'existe pas de solution sans écueil d'échec. Et toutes les 6 en question peuvent être taxées de utopiques ou de irréalisables. C'est normal. Toute grande chose, 15 ans auparavant, était utopique. La Constitution américaine de 1787, elle était utopique en 1774. Complètement utopique. Mais elle a été réalisée à peine 10 ans plus tard. Même chose pour la Révolution française en 97-89. Mais lors du mariage de Marie-Antoinette en 1770, on n'y pensait même pas. Mais ça s'est réalisé. Donc, ce que je proposerais pourrait aussi bien se réaliser si une force suffisante est capable de la mettre en œuvre. En politique, on ne doit pas être réaliste, on doit surmonter le réel. La politique, ça n'est pas surfer sur la réalité. Avec ça, tu gagnes tes élections, avec ça, tu te fais réélire,
Avec ça, tu as un bon poste, mais tu fais pas grand-chose. Tu surfes sur ce que les gens pensent, mais pour être créatif, il faut une volonté immense, puis un projet grandiose. Et c'est possible. En démocratie canadienne et américaine, c'est presque pas possible. Besoin. Alors nos politiciens surfent, c'est normal. Il n'y a pas d'urgence. Mais dans ces deux régions-là, il faut absolument un sursaut, parce qu'ils vivent le chaos. Et toutes les grandes constructions humaines ont été possibles pour sortir du chaos. C'est le chaos, curieusement, qui fabrique les grandes institutions. C'est le chaos, pour en sortir, que les grandes constitutions se font. Notamment, après la Première Guerre mondiale, épouvantable catastrophe, il y a eu la SDN. En 1945, après la catastrophe, il y a eu l'ONU. Donc, c'est toujours après une catastrophe que les êtres humains sont capables de faire quelque chose de vraiment neuf et de solide. Alors les deux peuples en question doivent constituer une fédération, pas une confédération, une fédération, formée de 4 pays, le Liban, la Palestine, Israël et la Jordanie. Les 4. Une fédération. Et là, ils vont faire un bloc vraiment solide et stable. Parce que gros. Pourquoi il doit être gros? Pourquoi 4 et non pas seulement 2? Pourquoi je ne me suis pas contenté de penser simplement Israël et Palestine? C'est tout petit. Il faut que ça soit relativement gros. Parce que dans l'histoire, toutes les régions fractionnées, petites régions fractionnées, sur lesquelles s'exercent des forces extérieures très puissantes, sont en ébullition, en combustion et en guerre perpétuelle, et ils servent de terrain de jeu ou de terrain de guerre pour de grandes puissances lointaines. Alors, pour eux, sont dans le couloir syro-palestinien, en 3000 ans d'histoire, ça a toujours été ça. Petit territoire exigu, sous pression de l'Égypte, de Rome, de la Perse, de la Turquie, et plus tard, des Anglais, des Français, et maintenant des Américains et de l'ensemble du monde arabe, et des Russes, et bientôt la Chine. Quand une petite région est fractionnée, elle ne peut pas se tenir. Il faut qu'elle soit plus grosse. Voilà pourquoi j'ai pensé à 4 pays, ensemble. On est loin de l'avoir fait, hein? Mais il faut le penser d'abord. Son nom possible, un de mes amis, c'est un Palestinien catholique qui vit en Suisse. Je lui ai dit terre d'Abraham. Il dit non. Il dit le Levant, ça serait bien. Moi, ben, j'ai dit oui, ça serait, on va l'appeler le Levant. Les pays du Levant. Et je conserve le mot pays. Parce que le Liban va demeurer le Liban, pays du Liban. La Palestine va s'appeler pays de la Palestine. Israël va s'appeler pays d'Israël. Et la Jordanie va s'appeler pays de Jordanie. Pays. Mais dans une fédération. Et une fédération, c'est que l'armée, le pouvoir là, ultime, ultima ratio, l'armée reste au niveau fédéral. Donc il n'y a plus de Tzahal, puis il n'y a plus de Hamas, puis il n'y a plus de Hezbollah. L'armée est fédérale. S'ils acceptent ça, ils vont nécessairement être en paix parce qu'ils vont toujours être obligés de négocier pour faire quelque chose, pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on n'est pas plus fin qu'eux. C'est ce qu'on doit leur dire d'ailleurs. On n'est pas plus fin que vous. Pourquoi Marseille ne bombarde pas la ville de Rouen? Pourquoi la ville de Rouen ne bombarde pas Compiègne? Pourquoi Compiègne ne bombarde pas la ville de Tours? Parce qu'existe l'État français. Pourquoi Chicago ne bombarde pas New York? Pourquoi New York ne bombarde pas Dallas? Et pourquoi Dallas ne bombarde pas San Diego? Parce qu'existe l'État américain. Et les armes sont dans les mains de l'État fédéral. Uniquement pour ça. Parce que toutes les raisons bêtes pour s'entretuer, pour se chamoyer, pour se détester, existent dans tout le pays. Mais s'ils n'ont pas les moyens de le faire, si leur haine, leur xénophobie, n'a pas d'armes pour se concrétiser, alors tout ce qu'ils peuvent faire, c'est cracher dans les médias sociaux sans tuer personne. Ce modèle-là, qu'on appelle l'État national, doit être repris et fait en grande échelle pour l'ensemble de ces 4 pays. Et là,
aucun d'eux n'aura des armes pour se tirer dessus. Mais ce n'est pas suffisant comme condition, vous le savez bien. Alors voici les autres conditions. Pas conditions, mais règles. Alors, bien sûr, pour le faire, on peut faire une consultation de forme avec les dirigeants actuels, en leur disant, êtes-vous d'accord d'embarquer avec ce projet-là? Si vous embarquez, ben, on va vous donner un poste prestigieux, bien évidemment. Notamment le roi de Jordanie, qui est un modéré, puis même un progressiste. Il est plus progressif que sa propre assemblée législative. Mais, alors, il doit être constitué par qui? Par un maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre sont trois. C'est la puissance constituante, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Ce sont les États-Unis, l'Égypte et le Brésil. Ces trois-là se présentent et disent, on fait un nouveau pays. Vous embarquez et vous êtes sauvés de ce qui vous attend. Mais qu'est-ce qui vous attend? Depuis 100 ans, vous voulez tous vous entretuer et vous n'y parvenez pas. Bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous allez y réussir. Vous allez y réussir parce que vous avez déjà des armes nucléaires. Israël en a. Le Pakistan en a. Et l'Iran en a bientôt. Alors, le nucléaire miniaturisé s'en vient bientôt. L'extermination que vous voulez faire à l'autre, vous allez le faire. Ça s'en vient, votre extermination réciproque. Alors, vous voulez ça? Vous voulez vivre ça? Ça fait 100 ans que vous vous battez, vous allez vous battre encore 100 ans avec des armes conventionnelles et du nucléaire, ça va abréger votre souffrance. C'est pas ça que vous voulez, puis nous non plus. Alors, vous nous laissez le feu vert pour la construction d'un nouveau pays fédéral de 4 pays. Ça prend de la force pour faire ça. Vous savez qu'en politique, ceux qui ont de la force veulent rester au pouvoir, donc ils font des miettes. Et ceux qui n'ont pas de force ont de grandes idées. En politique, c'est toujours comme ça. Voilà pourquoi les grands projets, ils viennent de ceux... Pardon. Les grands projets viennent de ceux qui n'ont pas d'armée. Ils viennent de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Toujours. C'est une règle. Alors, ce sont donc les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? On ne peut rien faire sans eux. Ils ont 200 000 hommes, 200 000 soldats à travers le monde. Ils ont 800 bases. 800 bases, là, c'est y compris des ambassades avec très bien armées. Alors, des ambassades très bien armées, alors, et puis surtout dans la région, ce sont des bases militaires importantes, elles sont parfaitement capables de s'imposer. On ne peut rien faire sans les Américains. Alors, même si on est anti-américain pour 1001 raisons, même si on est anti-américain pour 1001 raisons, on ne peut rien faire sans eux. Eux seuls ont la capacité. D'autant que la Russie est faible, la Chine est loin, et il pourrait avoir le soutien de l'Union européenne, mais l'Union européenne, son passé colonialiste, lui donne mauvaise presse pour être présente dans cette construction. Les Américains ont construit leur constitution qui demeure depuis presque 200 ans, même plus que ça, depuis 1787, ils sont capables de stabilité, ils sont capables de construire une institution, ils sont capables de s'y tenir, ils sont capables de lui obéir. Sauf Trump, là. Mais en 300 ans, ils ont parfaitement obéi à leur constitution. Alors ils vont apprendre à ces 4 peuples à obéir à une constitution. Et c'est eux qui vont l'écrire. Alors, pourquoi les États-Unis? Parce qu'ils sont puissants. Pour vous donner une idée, vous le savez très bien, Québécois, on est fiers de notre Québécois, hein? Mais seulement Apple est 577 fois plus gros que Québécois. 577 fois plus gros. Vous vous rendez compte? Alors, la puissance américaine, elle peut faire ce qu'elle veut dans cette petite région. Et avec l'Égypte, l'Égypte, c'est important. Parce que l'Égypte, c'est le pays arabe le plus puissant. Arabe et musulman le plus puissant. Alors lui, c'est non seulement une caution,
mais c'est un soutien majeur. Et ça veut dire que ça ne sera pas un projet occidental, c'est un projet pour les Arabes aussi. Et le Brésil, pourquoi? Parce que c'est une fédération. Et c'est une fédération qui fonctionne assez bien, tout de même, malgré sa pauvreté, malgré ses problèmes. Elle a connu la dictature, mais elle s'est débarrassée de ses dictateurs aussi. Donc, elle tient la démocratie fédérale brésilienne. Et j'ai fait le tour du Brésil, et puis on peut dire que le pays marche assez bien. Voilà. Ensuite, en quelques jours, ça doit se faire en quelques jours, un directoire de 9 membres, formé des 4 pays, en quelques semaines pour le découpage du territoire. Découpage du territoire, le Liban, on le laisse tel quel, la Jordanie, on le laisse tel quel. Le problème, c'est la Palestine et Israël. Bien là, vraiment en 2 parties. En 2 parties, et on opère des quoi? Des déplacements de population. Des déplacements. Déplacements payés, dédommagés, pour que chacun des territoires soit homogène. Palestine est homogène, Israël homogène. Alors là, ils ne pourront pas dire qu'ils se font embêter par les uns et les autres, puis il n'y aura pas de chicane. Et par des déplacements de population. Sauf Tel Aviv, parce que Tel Aviv, c'est très, très gros, là. Mais déplacement de population. D'ailleurs, le mot arabe, je ne sais pas si vous le savez, ça veut dire se déplacer. Le mot arabe veut dire se déplacer. Alors, en clin d'œil, on peut dire qu'un déplacement dédommagé, c'est mieux que l'extrême pauvreté où ils sont. Parce que Israël a un PNB par habitant égal au Canada, 52 000 par année, tandis que les Palestiniens, c'est 5-6 000. Alors, ils sont très loin. Ensuite, donc la rapidité de l'exécution par cette force d'implantation. Ensuite, et ils vont gérer la chose pendant 10 ans. Ils doivent commander pendant 10 ans pour vraiment asseoir ces peuples-là et qu'ils apprennent à obéir à la règle de droit. Pas à l'islam, pas au judaïsme, pas au clan, pas au communautarisme, à la règle de droit. Et comment on n'est pas plus fin qu'eux? On leur dit, nous, on est devenus riches en obéissant aux règles de droit. Si tu n'obéis pas aux règles de droit, à la loi, ton pays ne peut pas fonctionner. N'importe qui peut faire n'importe quoi, et des choses très, très graves, et le pays s'en va à la ruine, comme le Liban. 10 ans. Même pas de casque bleu, parce qu'il y a eu une solution parmi les 6, là. Les casques bleus. Ben, les casques bleus, c'est des casques, hein? Et les casques, c'est pas une tête, c'est un casque. Donc, façon de le dire, ils n'ont pas autorité à changer la Constitution, ils n'ont pas autorité à changer les frontières. Okay? Ils ont autorité à maintenir la paix, et tout récemment, autorité à séparer des groupes ou à contrer un groupe agresseur, tout récemment. Mais c'est pas suffisant. C'est une fédération qu'on construit. On ne construit pas ça avec des casques. On construit ça avec des constitutionnalistes armés. Et les constitutionnalistes armés, c'est la force constituante formée des 3 pays dont je vous ai parlé. Ensuite, les principes et les règles. Là, je vais parler bien lentement. C'est pas long. On pourrait détailler pendant une journée, là. Juste les grandes règles. Renoncement à la vengeance et à la justice punitive. Prononcé dans les lieux de culte, avant chaque prêche, et dans les écoles, et massivement dans les médias. Il faut être dit comme ça. Nous apprenons la démocratie. Nous allons la faire vivre avec qualité. Et c'est les prêches, les rabbins et les imams qui doivent le faire, et c'est obligé par la loi. Sinon, on ferme la mosquée, on ferme la synagogue. On leur dit, vous vous entretuez depuis 100 ans, laissez-nous travailler, on va vous fermer la clé pour qu'on puisse travailler. Vous voulez l'ouvrir? Parfait, aidez-nous. Par ce qu'on appelle un prône, toute mosquée, toute synagogue doit prononcer les principes humanistes de la nouvelle Constitution, à laquelle ils se soumettent. Je parle avec autorité, mais c'est une autorité forte
qui doit imposer un tel modèle. S'il n'a pas d'autorité forte, rien n'est possible. Rien n'est possible. Ensuite, renoncement au communautarisme et à l'ambition de supériorité entre communautés. Ils doivent se le dire entre eux. Israéliens, Palestiniens, pas de supériorité. Mise en œuvre d'une politique d'égalisation des conditions économiques. Parce que les Palestiniens, c'est, comme j'ai dit tantôt, 3 600 par année, 3 600 $ par année, et les Israéliens, c'est 52 000. L'égalité. L'égalité, c'est Sami, mon ami palestinien, il dit, il faut que tu mettes l'égalité dans ton idée, dans ton projet. Ben, j'ai dit, ça va de soi. Non, c'est plus que ça va de soi. Il parle de l'égalité parce que lui, il a vécu comme Palestinien dans l'inégalité. Alors, l'égalité doit être prononcée. Égalité culturelle. Nous, on parle d'égalité économique, on parle d'égalité des droits. Mais lui, il va plus loin. Il faut que ce soit l'égalité culturelle. Donc, un musulman, un juif, c'est pareil, c'est égal. Il faut qu'ils le disent, pas juste le sentir. Que ça soit répété dans les médias, dans les écoles. Ensuite, donc, parité religieuse, bien évidemment. Et la religion se vit dans les mosquées et dans les synagogues et dans les églises. Elle n'en sort pas. Obligation de se vêtir d'une façon neutre pour pouvoir aller dans chacun des 3 États. Chacun des 4, pardon. Parce que, comme il y aura 4 pays dans une fédération, le grand avantage pour eux, c'est de leur dire, non seulement vous avez Israël si vous êtes juif, non seulement vous avez la Palestine si vous êtes palestinien, non seulement vous avez le Liban si vous êtes libanais, mais comme c'est un seul pays, vous les avez tous, en autant que vous vous déplaciez, je ne dis pas incognito, mais sans vous afficher d'une façon communautariste, comme font les Américains, pas compliqué, du Vermont à San Diego, ou les Français de Lille jusqu'à Marseille. On ne fait pas de différence. Vous devez avoir cette même discipline. Et avec cette discipline, vous avez un nouveau pays et vous sortez du malheur. Si vous ne voulez pas cette discipline-là, vous allez mourir, vous allez pourrir dans des tombeaux avec vos vêtements religieux, vous allez enterrer vos enfants avec vos vêtements religieux. C'est ce que vous voulez? Ça prend absolument un nouveau rêve. Ce sont les rêves qui fabriquent les réalités qui demeurent. Pas de rêve, tu patauges dans la médiocrité, si le pays va mal, ou dans le malheur absolu, comme cette région. Ensuite, les 2 territoires doivent être homogènes, égaux en superficie. Ils auront la forme de quadrilatère avec égale façade à la mer. Alors, je pourrais l'imaginer comme ça, c'est pas compliqué. Le Liban reste tel quel, la Jordanie reste telle quelle. Elle paraît grosse, la Jordanie, hein? Mais dans le fond, c'est un immense désert qui s'en va jusqu'en Irak. Et, bien sûr, alors ici, bien sûr, c'est la Palestine et ensuite Israël. Pour les Palestiniens et les Juifs, 2 parties géographiquement en superficie égale, et là, ils se déplacent avec des dédommagements et sur une base individuelle. Sur une base individuelle, tu veux déménager, on paye, tu t'en vas dans ta région. Puis tu veux pas, très bien, mais tu t'arranges. Mais dès que tu as un problème, tu t'en vas ailleurs. Et on vise à l'homogénéité. Pourquoi? Pour cesser les frictions. Cesser les frictions. Ensuite, suivi de déplacements massifs, obligatoires et compensés. C'est gros, hein? Mais si tu ne fais pas ça, ils vont patauger encore pour des bouts de vignes, pour des points d'eau, pour des meilleures terres, pour des oliviers, pour n'importe quoi. Une moindre parcelle.
Ça va sauter comme ça. Parce que c'est une région traumatisée. C'est des écorchés. Ce sont des écorchés. Alors, des écorchés, la moindre chose, ils peuvent pas... Le moindre conflit prend une dimension énorme. Parce qu'ils craignent le malheur passé, que le malheur passé continue ou s'amplifie. Alors, il faut le plus possible. Aucune contestation du plan préétabli n'est acceptée. On doit leur dire. Sinon, c'est toujours en tête vos futurs génocides que vous vous prévoyez l'un à l'autre. Ensuite, cette force des trois États, des trois pays, force constituante, applique ce schéma prédéfini, qui doit être incontesté. Pour l'armée uniquement fédérale. Et là, il faut qu'à peu près 70% soient des Israéliens. Curieux, hein? 70%. Parce que Israël a l'armée la mieux formée, la plus moderne. 70% dans l'état-major et les hauts gradés. Et avec les années, par attrition, on aboutit à 25%, puisqu'ils sont 4 dans l'armée. 25% de Libanais, d'Israéliens, de Palestiniens, de Jordaniens. 25%. Mais après, par attrition, pour l'autre génération. Et c'est ce qu'on doit leur dire. Vous pensez aux prochaines générations. Pensez que la haine que vous avez, la souffrance que vous avez, vos enfants ne doivent pas l'avoir. Vos enfants ne doivent pas l'avoir connue. Comme les jeunes Français d'aujourd'hui, puis les jeunes Allemands d'aujourd'hui, ils se mêlent entre eux, puis ils font des rave-parties entre eux, ils n'ont pas du tout en tête ce que leurs grands-parents ont connu. Ça doit être la même chose pour vos enfants et futurs enfants, et vos petits-enfants. Alors, là, ça sera possible que l'armée soit composée de 25, 25, 25. 4 fois 25. 25% de Libanais, 25% de Palestiniens, d'Israéliens, et de Libanais. L'instance fédérale est trilingue. 3 langues. L'arabe, l'hébraïque, ou le yiddish hébraïque, comme vous savez, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est fascinant comment l'hébraïque a remplacé le yiddish. C'est vraiment remarquable. Et l'anglais. L'anglais, parce que c'est archi commun, et puis ça va faciliter les communications. Comme Berne, d'ailleurs, hein, la ville de Berne. Et donc, mais les 4 pays sont unilingues. Et en fait, il va y en avoir 3 arabes qui vont parler arabe, puis un Israël qui sera yiddish, ou hébraïque yiddish. Jérusalem, il faut penser à Jérusalem. Jérusalem, vous savez, il veut se la séparer en 2. C'est ça les différents projets. Hein? Jérusalem Est pour les Palestiniens, puis Jérusalem Ouest pour les Israéliens, puis les Israéliens disent non, une seule Jérusalem israélienne. Ah non. Israël est déclaré ville touristique et culturelle. Point la ligne. Même pas religieuse. Et tout le monde peut y aller, comme touriste. Et la capitale ne sera pas Jérusalem. À la capitale, j'ai pensé, ils doivent en trouver une. Je n'ai pas regardé le territoire, je n'ai pas eu le temps, où la mettre. Nouvelle capitale politique. Eh bien, il faut faire comme les peuples qui ont réussi. C'est ça le principe. Imiter ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi, quand ils ont fait des capitales, c'est vous qu'ils ont fait? Les plus brillants. C'est les pères fondateurs américains pour qui j'ai une grande admiration. Ils ont dit, ils avaient pris ça dans la Bible. Les grosses villes, c'est leur corruption, c'est le vice. Alors, pour que comme Paris puis Londres, la capitale est à Paris puis à Londres, hein, c'est pas bon, hein, c'est des grosses villes pas contrôlables, plein de vices. Pour que le pouvoir soit pur, soit saint, la République des saints, on l'appelait comme ça. La République des saints. On fait une capitale toute propre, toute belle, Washington. Puis Ottawa, c'est exactement la même chose. Une petite capitale, des gens, une petite ville de province, propre, petite ville propre, toute ville vertueuse. Donc, nos politiciens qui vont vivre là seront vertueux. Ça ne sera pas la Babylone.
Parce que les pères fondateurs américains, ils étaient dans le mode biblique. Hein? Puis dans le mode biblique, là, Babylone, c'est la grosse ville, hein? Pleine de corruption. Hein? Non, non, non. Plein de vices, etc. Non, non. Il faut que la capitale soit sainte, petite ville. D'où la naissance de petites capitales. Comme même chose en Australie, hein? C'est Canberra, c'est pas Sydney. Puis, bon, etc. Et à d'autres pays comme ça. Donc, la capitale, quelque part, et elle aura le même statut que Washington, D.C., c'est-à-dire, elle ne sera pas dans un pays, ce sera un territoire fédéral. Elle sera décisionnelle. Puis même les ministères seront éparpillés partout, dans tous les 4 pays. Les ministères dans tous les 4 pays, les gros ministères. Mais la capitale uniquement politique, tout le monde dit l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée démocratique. Et son emplacement sera périphérique, comme isolé sur la carte, périphérique. Si on la met dans le Sinaï, elle ira dans le Sinaï. Mais c'est chaud, le Sinaï. Je l'ai fait, le Sinaï, hein, mais c'est chaud. Pas mal chaud. C'est beau, par exemple. C'est magnifique. Et le temple de Salomon, vous savez, leur pomme de discorde, vous savez, la mosquée Al-Aqsa. Vous savez, la mosquée Al-Aqsa a été construite par-dessus le temple de Jérusalem. Il ne reste qu'un mur. Puis là, ils se cognent la tête dessus. J'ai voulu y aller, on n'a pas été capable. De toute façon, je ne me serais pas cogné la tête dessus. Mais toujours est-il que les Juifs pourraient très bien reconstruire le temple de Jérusalem à côté. Il y a une terre, mais les fanatiques veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa puis qu'on reconstruise le temple. Mais cette destruction-là, c'est anticulturel, ça ne fait pas partie de la modernité. La mosquée d'Al-Aqsa, c'est un monument merveilleux. Et le temple de Jérusalem doit être reconstruit, mais à côté. À côté, pas loin. D'ailleurs, et le plus beau modèle que j'ai trouvé, c'est merveilleux, c'est à Cordoue, à Cordova, là, en Espagne. J'ai visité avec Julie, mon amour, là. On a visité ça ensemble, on a été émerveillés. La mosquée de Cordoue, elle a été transformée en cathédrale. Alors là, les deux styles sont mélangés. Tu sais que tu es dans une mosquée, tu sais que tu es dans une cathédrale. Architecturellement, c'est juxtaposé. C'est pas fondu, c'est juxtaposé. Tu vois, tiens, là, le style arabe, là, le style gothique espagnol. Alors, ce modèle mental, hein, de deux cultures antagonistes, imaginez-vous donc, la Reconquista a duré 400 ans, de 1095 à 1492, ils se sont massacrés pendant longtemps, hein? Mais ils ont fait la mosquée de Cordoue, ils l'ont transformée en cathédrale, et elle a des allures de mosquée encore, d'une beauté fabuleuse, mais unique, parce que les deux styles demeurent, Alors, ils doivent s'inspirer de ça. Et c'est le principe de ma petite solution, imiter ceux qui ont réussi. On est tous également intelligents sur la planète. Mais nos ancêtres les plus intelligents, quand c'était eux qui avaient eu la chance d'aller au pouvoir, les plus intelligents, ils imitaient ceux qui avaient réussi. Et en les imitant, le progrès. Et quand on imite, on ne devient pas comme l'autre. C'est pas vrai. Avons-nous déjà fait un Chinois avec un Italien? C'est pas possible. Alors, c'est pas possible que ces gens-là deviennent des Américains ou que ces gens-là deviennent des Européens. Ils vont devenir ce qu'ils sont. Quoi que tu fasses, tu deviens ce que tu es. Même si tu prends ailleurs ce qui a été bon. Puis quand on conduit une automobile, on n'est pas des Allemands, même si c'est les Allemands qui ont inventé l'automobile. Daimler-Benz, ça. Puis quand on prend l'avion inventé par les Français, ben, on ne sent pas français. Alors, si on fait un pays comme ça, imitant les belles institutions faites ailleurs, les bons comportements faits ailleurs, on ne devient pas américain, on devient ce qu'on est. On continue à être ce qu'on est. Puis notre originalité, de toute façon, elle va transpirer. C'est comme la transpiration. On ne peut pas s'empêcher d'être soi-même, même quand on imite. Puis quand on singe pas longtemps, le naturel revient au galop. Alors pourquoi c'est ça qu'il faut dire à ceux qui vont nous dire, par exemple, un tel projet, vous voulez faire de nous des Occidentaux. Non, vous conduisez en auto, vous ne considérez pas, en laissant les chameaux et les autos, que vous êtes devenus des Occidentaux. Bien, pour les institutions humaines, c'est la même chose.
Les intégristes des deux camps sont priés, ou forcés, j'ai bien dit forcés, d'émigrer dans leurs pays respectifs. Tu es un intégriste juif, tu t'en vas en Israël, tu es un intégriste musulman, tu t'en vas en Palestine. Des fortes primes de départ pour ceux qui devront ou voudront déménager dans leur pays, parce qu'il y en a 4, mais c'est dans une fédération. C'est pour ça qu'il faut conserver le mot pays, mais une fédération. Et quel est le plus fort des 4? Ce n'est pas les pays qui est le plus fort, c'est la fédération. Parce que c'est elle qui commande. Elle commande en poids, en armes, en loi et en philosophie. La philosophie qui mène, c'est la philosophie constitutive de cette fédération. Démocratique, laïque, basée sur les droits humains. Pourquoi pas parce que c'est occidental, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui réussit le mieux. C'est ce qui a fait que l'Occident est le plus puissant. L'Occident n'est pas plus brillant que vous. Il a pris les bonnes formules parce qu'il les a piquées ailleurs. Il les a piquées chez les Grecs, puis il les a piquées chez les Romains. Et ce qu'ils en ont fait, c'est tout nouveau. Et ils ne sont pas devenus des Romains pour autant, puis des Grecs pour autant. Ils sont devenus simplement puissants comme vous devez le devenir. Sécuritaire sur enfin, un bloc de pays qui sera respecté par tout le monde. Parce que là, vous ne serez pas fractionnés et manipulés par les uns et les autres. Alors, Constitution avec charte démocratique. 2 élections. Puis ça, c'est une nouveauté. Une nouveauté vraiment, là. 2 élections. Parce qu'on a des problèmes, nous, dans une démocratie, ça fait 300 ans, 200 ans, 250 ans qu'elle existe. En Occident, on a encore des problèmes de type démocratique. Alors, il y a 2 élections. Une première élection, c'est voter le programme. Pas les ministres, pas les députés, le programme. Le peuple vote le programme. 2e élection, il vote pour les gens qui veulent appliquer le programme qui vient d'être voté par élection. Ce faisant, l'esprit humain va se concentrer sur ce qu'on va faire, et ensuite on va se concentrer sur ceux qui vont l'appliquer. Puis ceux qui vont se pointer aux élections, c'est parce qu'ils veulent appliquer le programme. Ils ne peuvent pas appliquer autre chose. Ils doivent appliquer le programme. Parce que, vous savez, c'est ce qui est plate dans nos démocraties. Quand un politicien parle, on ne sait jamais s'il parle pour ses idées ou pour sa carrière. Mais quand il critique le gouvernement, on ne sait jamais s'il critique parce qu'il trouve que la chose n'est pas bonne ou bien s'il critique juste pour prendre la place du député ou du ministre. Alors, cette mauvaise foi est détestable en démocratie. Et j'ai pensé, pour l'éviter, ça me permettrait, je trouve que c'est simple, 2 élections. On vote pour le programme. Puis si tu n'es pas d'accord avec le programme, bien, tu te présentes aux élections. Tu ne te présentes pas aux élections. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Je n'aurais pas appliqué un programme, je ne suis pas d'accord. Mais ceux qui sont d'accord, ils vont se pointer, ils peuvent compétitionner, et là, on va voter pour les gens qui vont appliquer le programme que nous, le peuple, avons décidé. Il reste 5 minutes. Je fais ça vite. Conclusion. Pas pire, hein? Conclusion. Si on ne rêve pas du meilleur, si la volonté des puissants ne se met pas à la tâche de ce meilleur-là, pour cette région, encore 50, 100 ans de malheur. Exactement celui qu'ils connaissent maintenant. Là, ils vont se calmer, une trêve qui peut durer 3 ans, 4 ans, et ça va partir. Ça va partir. Le roi de Jordanie va laisser sa place à qui? À des extrémistes? Alors, et Al-Sisi, le temps qui va durer. Après ça, un mufti va revenir de nouveau. Ça va recommencer. Donc, il faut se mettre au service du meilleur. Sinon, c'est la Shoah nucléaire qui s'en vient pour eux. C'est ça qu'on doit leur dire. Vous n'êtes pas encore appelé le fond. Alors, puis on dit aux extrémistes, vous vouliez tout Israël? Ben regardez tout ce que vous avez maintenant. Et vous êtes palestinien, vous vouliez juste toute la Palestine? Mais vous avez plus que la Palestine. Regardez, vous avez du Liban, puis là je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, j'ai fait le calcul, c'est près de 1000 km, hein, de haut en bas, c'est près de 1000 km. Et
si vous êtes ethnocentrique, nombricentrique, okay, ben vous resterez dans votre pays, vous resterez en Palestine, le Palestinien, vous resterez en Israël, vous êtes juif. Mais si vous êtes si vous voulez quelque chose de plus grand, ben vous pouvez aller partout, vous installer partout, investir partout, parce que vous serez considéré comme un citoyen. Vous n'êtes. Et là, le sionisme disparaît. Le sionisme disparaît. Parce que le but du sionisme, c'est la protection des Juifs. C'était ça le but de Herzl en 1896. C'était ça son but. C'était éviter que les Juifs se fassent massacrer sans arrêt par des pogroms. Puis quand il a vu ce qu'on a fait à Dreyfus, il a perdu confiance à la France parce que même les peuples libéraux ne nous protègent pas. Alors ça nous prend une planque. On va aller en Israël. C'était ça son idée. Ben là, il va être bien plus protégé encore, là. Parce que le sionisme de 1917 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est 22 000 Juifs tués pendant toutes ces guerres. 9 guerres. 9 guerres, 22 000 tués. Juifs seulement. Et les Arabes, c'est les Palestiniens, c'est 200 000. Depuis 1917. Alors, vous les sentez encore comme ça? Et le sionisme disparaît parce que là, vous avez quasiment 4 fois plus de territoire qu'avant. Et si vous n'êtes pas capable de penser la nouveauté, bien là, vous allez mourir comme le passé. La religion égyptienne est disparue. La religion mésopotamienne est disparue. La religion gréco-romaine est disparue. Bien, votre judaïsme, il va disparaître pareil. Pourquoi? Parce qu'il ne s'adapte pas à la vie. Alors, bien évidemment, si impuissants que nous soyons pour appliquer ces mesures-là, bien évidemment, elles sont un remède tout personnel pour chacun d'entre nous, parce qu'on vit une angoisse. Hein? On est ici là, parce qu'on souffre de gens qu'on ne peut même pas aider. Puis ils ne nous écouteront même pas. Si on leur donne 20 pièces, 100 pièces, 50 pièces, qu'est-ce que ça va changer? Alors, les rêves puissants maintiennent l'humanisme haut. Et là maintenant, je vais vous donner le fichier. Vous pourrez ça me va vous faire plaisir, parce que là, j'ai un autre, fausseté et illusion. Si j'ai le temps, les faussetés et les illusions, qui fait que leur situation, ça ne marche pas, puis ce qui fait qu'il faut absolument qu'ils essaient des solutions comme ça pour en sortir. L'antisionisme est un antisémitisme. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas sioniste, puis je ne suis pas antisémite. Et même, les Palestiniens le disent souvent, on n'est pas anti-juif, mais on n'est pas, mais on est anti-sioniste. Mais en même temps, là, on a un problème avec eux. Mais si tu tues des Juifs, là, ben, un Juif va dire t'es antisémite, là, hein, parce que tu me tues. OK? Parce qu'il n'y a pas de différence, là. Moi, je meurs. L'autre illusion, l'histoire du territoire donne la terre aux Juifs. Le peuple élu, Dieu t'a donné cette terre. OK? Voilà une autre belle illusion, parce que les Arabes disent la même chose, les musulmans. La conquête de Mahomet est irréversible. Ce que Mahomet prend, prophète d'Allah, appartient à Allah et à son prophète. Donc c'est irréversible. Alors ce sont deux illusions. Pourquoi? Parce qu'un texte sacré, c'est écrit par des intellectuels très anciens, puis on a de nouveaux intellectuels en 2024 capables d'écrire mieux. Ensuite de ça, les conquêtes ne sont pas définitives. Tu as toujours un conquérant plus fort que toi qui arrive puis qui va te chaparder. Ce que tu as pris par violence, il va te le reprendre par violence. Donc ça n'arrêtera jamais. Alors, c'est une illusion de penser que parce que Dieu te l'a donné, qu'on ne te le reprendra pas, et que tes armes te l'ont donné, que tu ne le perdras pas par de nouvelles armes. Alors, si tu veux vraiment le conserver, fais un État moderne, puis colle-toi à l'Occident, qui est le garant le plus solide pour toi. Le plus solide. Puis si tu ne le fais pas, bien, quand les Chinois qui s'en viendront te chercher, ils vont s'occuper de toi. Mais tu sais comment ils le font avec les Ouïghours. Puis ils le savent pour ça. Ils le savent tellement qu'une Iranienne, une femme iranienne, elle déteste les mollahs iraniens, elle déteste les mollahs. Mais c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, notre bombe atomique, ça j'y tiens.
Je déteste les mollets, mais je tiens à notre bombe atomique. Parce que l'Inde a sa bombe, la Chine a sa bombe, la Russie a sa bombe, le Pakistan a sa bombe. Puis nous, on ne l'a pas. Voyez-vous? Ils sont dans ce cadre-là. Alors, la crainte est immense. Et pour en sortir, là, ça serait l'objet d'une autre conférence, là, pour que la paix existe sur Terre, il faut sortir de l'État national. J'allais dire que là, j'en fabrique un, oui. J'en fabrique un parce que là, il en faut un pour ces gens-là. Mais au-delà de l'État national, de l'ensemble des nations, ça prend une autorité universelle. Comme Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, il avait dit, ça nous prend une gouvernance mondiale. Gouvernance. Bien sûr, on va l'envoyer promener. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées. Puis quand on est politicien, pas ça. Les idées, ça ne va pas, là. Les idées, ça ne va pas. Je ne gagne pas une élection avec des idées, là. Je vais gagner une élection en faisant ce que les gens veulent entendre. Puis si j'ai des idées, il va y avoir 1000 qui sont contre moi, qui vont me trouver naïf, qui vont me trouver utopique, qui nous amènent dans n'importe quelle folie, puis ils ne voteront pas pour toi. Alors, tu as intérêt à ne pas avoir d'idées. C'est ce que je disais à mes étudiants une fois. Je disais, veux-tu te faire fusiller? Dis à ton voisin que tu as une idée nouvelle. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais les grandes choses ont été faites par les grandes idées. Alors, est-ce que je dois donc... Maintenant, d'autres faussetés. La Terre est indivisible, elle ne se partage pas. La Terre est une propriété absolue, etc. Oui, alors on arrive aux questions. C'est beau. Alors, merci beaucoup de votre belle attention. Alors, comme vous voyez, c'est gros. Ce n'est pas utopique. Écoutez-moi, utopique, ça veut dire que ça n'a pas de lieu. Bien, c'est vrai, ça n'a pas encore de lieu. Mais c'est pas irréalisable. C'est réalisable pour ceux qui le voudraient. Et les 3 pays en question, s'ils le veulent, ils le font. S'ils le veulent, ils le font. Quant aux 5 autres, excusez-moi, les 5 autres, là, propositions, les 2 États, ça ne fonctionnera pas. Juste un mot. Ça ne fonctionnera pas. Parce que tu vas donner des armes aux Palestiniens. Alors, les 2 États, ça ne fait que donner des armes aux Palestiniens. C'est tout. Donc, merci beaucoup. Merci à tous.